Merci beaucoup Fabio et bonsoir à vous tous. Je suis enchantée d'être ici avec le professeur Chouard et de découvrir l'usine Kugler et de travailler avec le journal La Cité. Moi, je travaille pour le magazine économique Bilan. Effectivement, je suis auteur de quelques livres assez critiques sur la dérive qu'ont connue les marchés financiers ces dernières années, parce que, ayant suivi depuis maintenant bientôt 15 ans l'évolution des marchés financiers, j'ai vu à quel point ils jouent un rôle fondamental dans ce qu'on appelle actuellement la crise. Alors, on est en crise, n'est-ce pas, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Pourquoi maintenant? Par exemple, vous avez tous constaté que tout d'un coup, la Grèce était en crise. Est-ce que quelqu'un peut me dire, à son avis, à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché la crise grecque? Pourquoi tout d'un coup, c'est une énorme crise? Depuis fin 2009 à peu près, voilà. Qu'est-ce qui a sonné l'alerte? Qu'est-ce qui a démarré tout ça? Si vous me dites c'est l'endettement de la Grèce, je vous répondrai, ben, la Grèce est endettée au même niveau depuis des années. Alors pourquoi maintenant? Qui c'est qui a décidé que c'est la crise? Nicolas Briet, qui a toutes les réponses, lui. Bien. Alors, bonne piste, les conseils de Goldman Sachs auraient mis la Grèce en crise. Alors, tout à fait d'accord. Tout a commencé par le fait que, fin 2009, les agences de notation ont dit que certains petits pays de la périphérie de l'Europe, dont la Grèce, eh bien, leur taux d'endettement s'était un peu détérioré, c'est-à-dire qu'il n'était pas satisfaisant et qu'il fallait qu'ils reprennent un peu en main leurs finances publiques, c'est tout. Donc les agences de notation n'ont pas dit que ce pays était en faillite, ils ont simplement dit, dans les prochaines années, pardon, je fais du bruit dans ce micro, il faut que je l'éloigne un peu, dans les prochaines années, il faudrait que la Grèce essaye de tenir mieux son budget, d'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé fin 2009. Qu'est-ce qu'ensuite a vraiment déclenché la crise? C'est qu'il y a eu une réunion entre 5 hedge funds, c'est-à-dire entre 5 fonds spéculatifs américains, dans un restaurant à New York. Un journal américain a raconté cette histoire, ce n'est pas du tout de la fiction. 5 fonds, dont le fameux George Soros, qui est celui qui avait fait couler la Banque d'Angleterre à l'époque et qui avait gagné 2 milliards sur une opération où il avait dévalué la livre sterling dans les années 70. Alors, ce fameux Soros, avec quelques autres spéculateurs et raideurs américains, décide que, maintenant que la crise des subprimes américaines est passée, il faut qu'ils trouvent une nouvelle proie pour se faire énormément d'argent. C'était en février 2010 exactement, dans un restaurant new-yorkais, qui fait des très bons steaks, paraît-il. Et ces gens-là ont décidé de manière concertée, et j'insiste sur ce mot, d'attaquer l'euro à travers d'abord la Grèce et ensuite tous les autres petits pays périphériques. L'idée étant que si vous faites couler un petit pays comme la Grèce, il y aura effectivement un phénomène de panique sur les marchés qui fera que les autres pays voisins vont être contaminés, si on veut, parce que les investisseurs vont vendre aussi leurs titres sur ces pays et que ces fameux spéculateurs vont pouvoir s'engraisser à l'infini sur, en réalité, la faillite de la périphérie de l'Europe, voire de l'Europe entière. Quelque part, George Soros essayait de recréer le même coup qu'il avait fait et qu'il a rendu milliardaire dans les années 70. Alors, ça a été peu raconté, ça n'intéresse pas grand monde. Quand vous en parlez au secteur bancaire et financier, à des gens qui travaillent à Genève dans le métier de la finance, ils vous disent « Mais non, tout ça c'est très marginal, ça n'a rien provoqué. » Et pourtant, on sait très bien que ces hedge funds, par la suite, ont massivement vendu la dette, parce que ce que font les spéculateurs, c'est qu'ils gagnent de l'argent sur la baisse de la dette ou la baisse des actions d'un pays. Vous pouvez vraiment gagner à la baisse si vous pariez, si vous faites des paris avec des instruments dérivés, vous pouvez gagner sur la chute, sur l'effondrement d'un marché. Et c'est comme ça que de très nombreux millionnaires et milliardaires se sont constitués ces dernières années grâce à la crise de l'Europe. Ce sont des faits, j'ai les chiffres, je sais de quels fonds il s'agit, de quels gérants, de fonds spéculatifs. On les connaît, ce sont des Anglais et des Américains pour la plupart. Et ils maîtrisent parfaitement l'art de la spéculation. Donc, ils se sont mis à accumuler des positions vendeuses records entre fin 2009 et début 2010, positions records contre la Grèce.
La ministre de l'économie grecque de l'époque s'en est d'ailleurs émue parce qu'au niveau du gouvernement grec, ils peuvent voir les mouvements qu'il y a sur leur dette quand même. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Notre dette fait l'objet d'une sorte de pari baissier féroce tout d'un coup. Et effectivement, ces attaques, qu'est-ce qu'elles ont provoqué? Pourquoi ces attaques peuvent vraiment couler un pays? Parce que quand vous vendez très massivement la dette d'un petit pays comme ça, les taux d'intérêt que doit payer ce pays sur sa dette, ils explosent. Parce que si l'obligation d'État, l'obligation souveraine coule, le taux d'intérêt monte automatiquement. Donc, c'est comme ça que tout d'un coup, la Grèce se retrouve à payer 7% à cette époque-là et jusqu'au taux complètement ridicule et absurde de 20% récemment. Et donc, de facto, la Grèce a été éjectée du marché des capitaux. Elle ne pouvait plus se financer sur le marché international de la dette internationale, si vous voulez. Donc, ça vient des marchés. La Grèce était en crise à travers les attaques spéculatives anglo-saxonnes. Comme l'a remarqué Nicolas, ici présent, Goldman Sachs avait conseillé la Grèce à adopter des instruments très complexes que c'est Goldman Sachs qui avait montés pour cacher la véritable situation de son endettement au reste de l'Union européenne. Donc, Goldman Sachs avait, dans un premier temps, à partir des années 2000, aidé la Grèce à réduire en apparence son véritable endettement. Pendant ce temps, qu'a fait Goldman Sachs? Goldman Sachs est allé voir les hedge funds qui étaient ses clients, ces fonds spéculatifs avec lesquels elle travaille, et elle leur a dit, vous ne savez pas quoi, j'ai une info très intéressante à partager avec vous. La Grèce est beaucoup plus endettée qu'elle ne l'est en réalité. Donc, délit d'initié, voilà, oui, tout à fait, ça s'appelle délit d'initié. La Grèce a partagé, Goldman Sachs a partagé cette information avec ses clients, ce qui a permis à des fonds spéculatifs d'attaquer cette dette à l'avance, sachant que les vrais chiffres de la Grèce allaient être révélés début 2010. Donc, on incite la Grèce à adopter des instruments trompeurs qui vont ensuite l'amener à se retrouver plus endettée qu'elle ne l'était. Ensuite, on profite des problèmes que ça génère et on partage cette information avec d'autres fonds spéculatifs. Et alors, après a commencé une espèce de dépeçage de la dette grecque. Les fonds spéculatifs ont foncé dessus et les autres investisseurs, comme les moutons qu'ils sont, puisque le monde de l'investissement est extrêmement moutonnier, quand ils ont vu qu'il y avait une espèce d'alerte sur le marché de la dette grecque, ils se sont tous mis à vendre. Si vous voulez, les fonds spéculatifs, c'est un peu la cavalerie d'élite qui vient au début, qui vend, qui déstabilise un pays. Et puis après, vous avez tous les fonds de pension et les investisseurs du monde entier qui, ne comprenant rien à l'histoire, mais voyant simplement que le risque a augmenté là, se mettent à vendre aussi. Et c'est comme ça qu'on coule un pays. Parce qu'un pays qui a sa dette qui s'écroule comme ça et qui doit payer du 20%, eh ben, il ne peut plus que se mettre en quasi-défaut et sortir du marché des capitaux. Alors, voyant qu'ils ont si bien réussi leur coup, les fonds spéculatifs n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin. Ils ont continué et ensuite ça a été le Portugal, ça a été l'Irlande, ça a été l'Espagne, ensuite ça a été la Belgique, ça a été l'Italie mais dernière nouvelle, ça a été la France et même l'Allemagne. L'Allemagne qui est le pays le plus solvable du monde, le plus solide du monde, s'est trouvé plus ou moins attaqué sur le marché de la dette internationale. De quoi est-ce qu'on parle là? On parle du phénomène qui veut que si vous êtes un pays dont la dette est cotée sur un marché, ben vous êtes complètement vulnérable à des attaques, des raids, même je dirais, des véritables raids de la part de financiers sans scrupules. Surtout, le plus important, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout réglementés. Le marché de la spéculation, tous les instruments que ces gens utilisent, c'est-à-dire des produits dérivés, ne sont absolument pas réglementés par Washington et par Londres, qui ont refusé de manière permanente et de manière catégorique de toucher à ces instruments-là. Et donc, c'est vrai que la France, l'Allemagne se sont rendus compte qu'il y avait des attaques anglo-saxonnes sur la zone euro et qu'ils ont essayé de s'en ouvrir à leurs homologues politiques de ces pays. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Anglais, les Américains, qu'il était parfaitement impossible d'envisager une réglementation de ces fonds spéculatifs et des instruments qu'ils utilisent. Donc on a vraiment affaire à une dérive majeure de la finance mondiale,
Parce que la finance mondiale, elle a un défaut majeur pour l'Europe. C'est qu'elle est complètement globalisée. Elle n'a pas de frontières. Depuis New York ou depuis Londres, vous pouvez passer des ordres de bourse sur la dette grecque. Vous n'avez pas besoin de passer par Francfort ou Paris. Vous pouvez passer vos ordres de bourse d'ailleurs. Ce qui fait que si l'Europe, elle réglemente et elle veut limiter tout ça, elle peut réglementer que ce qui se passe sur son territoire. Elle n'a absolument aucune prise sur ce qui se passe depuis les salles de marché américaines et anglaises. Et donc, l'Europe est en train d'être coulée par l'Angleterre et les États-Unis. Et moi, je qualifie ça d'une guerre mondiale financière. Comme la plupart d'entre nous ne s'intéressent pas à la finance, ne suivent pas ce qui se passe sur les marchés, ne sont même pas conscients de ce qu'est un produit dérivé, quand quelqu'un comme moi va dire que la Troisième Guerre mondiale est financière, on va lui dire « mais non, non, ça reste le politique et le militaire qui priment ». Eh bien non, parce que la finance, c'est très commode. Pourquoi est-ce que c'est si commode? En réalité, quels sont les deux pays qui sont les plus en faillite aujourd'hui au niveau occidental? États-Unis, bonne question, bonne réponse. Angleterre, absolument. L'Angleterre et les États-Unis sont en faillite, tous les deux aujourd'hui. Alors, il se trouve que parce que la zone euro a subi cette horrible crise, la dette américaine a continué à être achetée et désirée par les investisseurs internationaux beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait dû l'être. Donc les États-Unis ont directement profité de la crise européenne qui a été suscitée par les spéculateurs anglo-saxons. La dette américaine se finance quasiment pour rien du tout, pour du 1 ou 2%, alors que ce pays est en faillite. Ce qui fait qu'on réalise aussi que l'objectivité n'existe pas sur les marchés financiers. Ceux qui viennent aujourd'hui vous dire qu'ils viennent bien saper des banques, etc., analystes, CFA, CFPI, etc., qui viennent vous raconter que les primes qu'il y a sur les dettes souveraines sont extrêmement objectives et reflètent les fondamentaux économiques de ces pays, eh bien, ils vous disent n'importe quoi, parce que le fait que l'Italie paye du 7% sur sa dette et que les États-Unis payent du 2%, c'est la plus grande absurdité de l'histoire. L'Italie a subi des attaques injustifiées, c'est le pays où il y a le taux d'épargne le plus élevé, et malgré, Fabio connaît très bien, il est italien, il va me dire oui, mais l'Italie c'est un pays d'évasion fiscale, de corruption, etc. Non, je suis désolée, les fondamentaux économiques de l'Italie ne justifient absolument pas les attaques qu'elle a subies sur le marché de la dette internationale et les taux d'intérêt grotesques qu'on lui fait payer juste parce que les spéculateurs veulent continuer à gagner d'énormes montants sur la chute de ce marché qui est un énorme... Le marché de la dette italienne est gigantesque. Mais c'est un pays qui a un excédent de sa balance courante avant intérêt, alors que les États-Unis sont déficitaires sur leur balance courante. C'est un pays dont le déficit budgétaire est la moitié de celui des États-Unis, et pourtant, les États-Unis continuent à se financer gratuitement parce que les investisseurs qui ne comprennent rien et qui sont paniqués, eh bien, on leur dit que c'est la fin de l'Europe, que c'est la fin de l'euro, et ils le croient. La finance, aujourd'hui, a un énorme accès aux médias. Un des médias les plus influents dans le monde anglo-saxon, c'est le Financial Times. Eh bien, le Financial Times, auquel Bilan est abonné, donc je le lis tous les jours, il a fait sa une depuis 2 ans, uniquement sur un sujet: la faillite de l'Europe, le démantèlement de l'Europe, la fin de l'Europe, l'incompétence de l'Europe, la sortie de certains pays de l'euro, la fin de l'euro, l'échec de l'euro, l'absurdité de l'idée même d'Europe. Voilà tout ce qu'a fait le Financial Times. Il a matraqué ça depuis 2 ans. Il a même sorti des informations grossièrement fausses en disant que la Chine ne soutenait plus l'Europe, alors que la Chine a dû démentir le lendemain, ça c'est tout récent. La Chine a dit pas du tout, nous sommes toujours derrière l'Europe, nous achetons de l'euro. Et un de ces fameux spéculateurs, George Soros, qui a un accès direct au Financial Times, il les appelle quand il veut, il publie une page entière d'opinion, qu'on sait qu'il est positionné contre l'euro depuis fin 2009, on sait qu'il attend qu'une seule chose pour faire son dernier grand coup, le dernier grand coup de sa carrière, c'est l'effondrement de l'euro, on le sait. Eh bien, tous les jours, il écrit des textes pour dire « il faut que l'Europe se démantèle, l'Europe doit se casser, elle ne peut pas survivre, elle est lamentable, c'est une construction absurde, etc. L'euro va s'effondrer. » Et voilà. Et donc, il a des intérêts sur l'effondrement de l'euro, il a mis des millions sur l'effondrement de l'euro,
Et il vient dire ça, et on ne voit pas le conflit d'intérêts, et on le laisse faire, et on le croit. Donc, manipulation extrême, non-réglementation, c'est le Far West complet de la finance. Et les volumes dont on parle, qui vont sur les attaques contre la dette souveraine des États européens, et maintenant qui vont se diriger contre les banques européennes, puisqu'il y a eu des attaques incroyables contre Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank, on est passé des attaques contre la dette européenne vers des attaques contre le nerf de l'Europe, qui est le système financier européen, puisque le raisonnement était de dire les banques exposées à la dette européenne doivent aussi s'écrouler, donc on va aussi parier contre, et les mêmes spéculateurs ont mis énormément de fonds pour parier contre. Moi, je suis les données du marché de Chicago des dérivés. Et j'ai vu qu'en septembre dernier, de toutes les classes d'actifs qui existent, les dérivés positionnés à la vente avaient atteint un record contre les banques européennes. Donc les spéculateurs ont tout laissé et ils se sont concentrés cette fois pour abattre les banques européennes. De nouveau, ça n'a pas vraiment marché parce que les spéculateurs ont face à eux aujourd'hui je dirais, un seul ennemi vraiment redoutable. C'est la Chine. La Chine, depuis fin 2010, s'est mise à acheter, a poursuivi en fait ses achats d'euros et a beaucoup déçu les spéculateurs anglo-saxons. Même Soros a écrit un article en disant ces Chinois m'embêtent parce qu'ils contrarient mes paris en achetant de l'euro, alors que moi j'avais parié sur l'effondrement de l'euro, ils l'ont fait remonter. Et c'est vrai, l'euro est fort. L'euro face au dollar, il est fort. Comment on l'explique? On l'explique parce qu'aujourd'hui, tout se joue sur les marchés, c'est-à-dire si vous avez d'un côté une banque centrale chinoise qui achète de l'euro et des spéculateurs anglo-saxons qui le vendent, eh bien, la Banque centrale de Chine est aujourd'hui plus puissante. Donc, c'est ça qui régit les taux d'intérêt aujourd'hui. Au milieu de ça, vous avez des États qui sont complètement dépassés, absolument. D'abord, ce n'est que tout récemment qu'ils ont compris ce qui se passe sur le marché international de la dette, qu'ils ont compris que c'est le marché des dérivés qui régit les marchés de la dette souveraine. Chose complètement grotesque. Comment les dérivés, un petit marché opaque comme celui-là, non réglementé, peut décider du sort de la dette souveraine d'un pays? Et pourtant, c'est ce qui se passe. 5 hedge funds peuvent décider qu'un tout petit pays comme la Grèce s'écroule puisqu'ils font de l'effet de levier sur leurs paris baissiers et ils font couler cette dette. Oui, 5 fonds spéculatifs peuvent faire couler un pays de 10 millions d'habitants et des millions de fonctionnaires peuvent se trouver dans la rue parce que 5 fonds spéculatifs ont gagné plusieurs centaines de millions en coulant la Grèce. On assiste là à un transfert direct d'argent, d'épargne, de richesse, voilà, de populations qui travaillent, de salariés, de gens qui ont une activité économique réelle. Et cette richesse-là est directement transférée dans les poches de ces spéculateurs. C'est pas de la démagogie, c'est tout à fait techniquement explicable. C'est qu'en coulant cette dette et en gagnant sur la chute, la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée de la chute de cette dette, ces spéculateurs empochent des millions. Et après, ce pays est obligé de se mettre à une austérité monstrueuse. Il est obligé de geler, voire de réduire les salaires de ses fonctionnaires, d'être en récession économique, son marché de la consommation s'écroule, il est même en dépression. C'est l'austérité. Donc des millions de gens, en fait, doivent se serrer la ceinture pour subventionner ce que font des spéculateurs. Et pourtant, tout se passe comme si la crise nous était tombée, je ne sais pas, de la planète Mars. Personne ne dit d'où vient la crise. Tout le monde dit oui, c'est la crise. Ça nous est tombé sur la tête. Malheureusement, la Grèce est en crise et maintenant c'est l'Italie qui est en crise et on ne sait pas pourquoi. Alors moi, je m'insurge contre cette ignorance. La crise n'est pas tombée du ciel, elle a été provoquée par des gens qui ont décidé que c'était la crise. Mais en termes de niveau de richesse globale, le monde n'a jamais été plus riche. Les richesses globales ont énormément augmenté en 10 ans. Le monde explose de richesses, seulement la répartition de ces richesses a été complètement biaisée, détournée. Les inégalités sont criantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une aristocratie financière. Je sais que le professeur Chouard n'aime pas que j'utilise le mot aristocratie, mais je veux dire une oligarchie. Une oligarchie, une élite de la finance qui échappe à toute réglementation, qui a pompé d'abord les richesses de millions d'Américains dans la crise des subprimes, puisque des millions d'Américains aujourd'hui, 46 millions d'Américains sont à la rue suite au fait que leurs logements ont été saisis et ils sont à la soupe populaire.
Et ça fait des États-Unis un quasi-pays du tiers-monde, chose qu'on ne dit pas non plus. Après avoir pompé tous ces millions de pauvres émigrés qui espéraient accéder à la propriété immobilière, le monde de la spéculation s'est reporté sur la dette souveraine européenne. Voilà ce qu'on appelle crise. Ce n'est pas une crise, c'est des stratégies spéculatives visant à pomper le monde de ses richesses. Le monde occidental, pour commencer, je ne sais pas après s'ils s'attaqueront aux pays émergents. La seule raison qui fait qu'ils attaquent le monde occidental, c'est que c'est le monde occidental qui avait des taux d'endettement élevés. Les pays émergents sont riches aujourd'hui, ils ont des excédents commerciaux, ils ont de l'or dans leur banque centrale, et donc, en fait, les pays émergents sont aujourd'hui les pays riches du monde avec des monnaies fortes. Raison pour laquelle les spéculateurs anglo-saxons ne les ont pas attaqués. Je voulais encore expliquer pourquoi il n'y avait pas eu de réglementation de cette finance sauvage, complètement délirante, là, qui n'est absolument sujette à aucun contrôle, ni même à la compréhension du citoyen moyen. C'est tout simplement l'effet d'un lobbying tout à fait inquiétant. Aux États-Unis, le lobby de la finance aujourd'hui dépasse celui de la défense. Aucun lobby n'est aussi puissant et riche que le lobby de Wall Street et des hedge funds. Ce phénomène s'est produit dans les 10 dernières années. Les fonds spéculatifs ont fait tellement d'argent sur les crises, en fait, sur les crises financières et les krachs boursiers qui ont été tout à fait réguliers ces dernières années. On a eu tous les 4-5 ans, on a eu un krach. Eh bien, les fonds spéculatifs se sont enrichis à chaque fois énormément. Ce qui fait que les 10 fonds spéculatifs qui gagnent le plus d'argent cette année, ou l'année dernière, j'ai les chiffres de l'année dernière, gagnent chacun 1,5 milliard de salaire annuel. Je parle d'individus, vous avez bien entendu, qui gagnent un salaire personnel de 1,5 milliard de dollars. Les 15 hedge funds les plus riches possèdent l'équivalent du produit intérieur brut d'un pays comme l'Uruguay. Avec une telle puissance, il est garanti aujourd'hui, il est quasiment certain que plus aucune loi qui vise à réglementer la finance ne pourra jamais passer. Et on l'a vu quand Obama a sorti ce fameux Dodd-Frank Act, soi-disant la loi qui allait réglementer la finance plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Une loi effectivement impressionnante par son poids, parce qu'elle faisait 2000 pages, mais qui malheureusement a totalement échoué dans son application. Elle visait à réglementer la spéculation des banques d'affaires et des hedge funds, elle visait à réglementer tous les instruments dérivés, et bien tout ça a été dilué dans le temps. Maintenant on entend dire que ça ne se fera qu'en 2018 au mieux. Les règles de Bâle II, là, le comité de Bâle qui gère les banques et qui leur impose des coussins de capital pour couvrir leurs pertes éventuelles, les États-Unis s'en moquent et n'appliquent que Bâle I jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande farce que ce Dodd-Frank Act qui ne sera jamais appliqué. Il ne faut pas oublier en effet que Obama a été élu par Wall Street. Wall Street a mis plus d'argent sur lui que sur George W. Bush Jr. Jamais un président américain n'avait autant été financé par Wall Street. Wall Street a décidé que son candidat était Obama et ils l'ont vraiment porté au nu. Ils l'ont financé, ils en ont fait vraiment un président, ils l'ont rendu présidentiable. Ça remontait déjà très loin dans sa carrière qui avait commencé à Chicago où il faisait du courtage immobilier. Il était très acoquiné avec les milieux de la finance. Quand il est arrivé au pouvoir, il a bien cherché à moraliser la finance, à plafonner les bonus, mais très vite, les puissantissimes gérants de hedge funds lui ont fait comprendre que ça n'allait pas. En juin dernier, ils ont tous viré de bord et sont passés au camp républicain, simplement parce qu'il avait essayé de dire qu'il y avait 2 ou 3 choses qui n'allaient pas dans le secteur de Wall Street. Et maintenant, les fameux pontes des fonds spéculatifs font des grandes parties pour des gens, des candidats à la présidentielle du Parti républicain américain. Donc, Obama ne sera probablement pas réélu, car Wall Street n'est plus derrière lui. Voilà où en est l'état de la démocratie aux États-Unis. Il n'est plus possible de chercher à juguler les débordements gigantesques
des spéculateurs américains, parce que ces gens-là sont extrêmement puissants, ils sont très proches de ceux qui gèrent le Trésor américain. Le département du Trésor, à un temps, a été géré par Hank Paulson, Henry Paulson, pardon, qui était l'ex-patron de Goldman Sachs. La Securities and Exchange Commission, qui est le gendarme boursier américain, a été gérée par des présidents, des anciens patrons de banques américaines, des milliers. La Réserve fédérale américaine est extrêmement proche de Wall Street et de la Maison-Blanche. Tout est imbriqué, tout le monde se connaît. Tout le monde est ami, Wall Street est partout, et ce n'est pas juste de la paranoïa, on a tous les noms, on a les montants qu'ils payent. On sait que jamais une loi ne peut changer cet état de fait. Alors, aujourd'hui, comment l'Europe peut s'en sortir avec cette terreur que constituent les marchés? Les marchés ont fait partir Papandréou de la présidence de la Grèce, ils ont fait partir Berlusconi. Certains diront tant mieux, mais ce n'est pas au marché de faire le travail que devrait faire le citoyen et de se substituer à la démocratie. Les marchés font ça pour les mauvaises raisons. Ils ne devraient jamais décider qui part, qui reste, qui vient. C'est grotesque, c'est un petit peu comme si vous avez une multinationale et que... Comme si les États d'Europe étaient en fait des multinationales et qu'au lieu d'aller à l'Assemblée des citoyens, ils allaient à l'Assemblée de leurs actionnaires, hein, que sont les marchés, et leur demandaient qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, comment on peut leur faire plaisir, et agissaient sur ordre des marchés en fait. Donc, les chefs d'État européens sont devenus des CEO, des patrons en fait, qui répondent à des actionnaires, qui sont les marchés, et plus du tout aux citoyens. Les citoyens, eux, à quoi ils servent? Ils servent à payer les crises générées par les actionnaires, c'est-à-dire les marchés. C'est une dérive absolue à laquelle aucune démocratie, aucun système de valeurs comme le système de valeurs qui a fait l'Europe, qui a fait les États-Unis, ne peut survivre. Concernant les agences de notation, je ne les ai pas encore mentionnées parce que je me suis concentrée sur les instruments spéculatifs que sont les dérivés. En effet, j'ai enquêté sur la relation entre le marché des dérivés et les agences de notation. Et il est apparu de manière tout à fait évidente que les agences de notation ne font que se calquer sur l'opinion du marché des dérivés exprimée par les courbes que offrent, je ne veux pas devenir trop technique, mais les dérivés qui s'appellent les CDS, qui sont ceux avec lesquels les hedge funds ont vendu massivement toute la dette européenne et ont dépecé l'Europe. Ça s'appelle, retenez ce mot, mais après vous pourrez vous documenter dessus, CDS, Credit Default Swap. Voilà. Cet instrument-là, tous les gens qui travaillent dans des banques et qui ont des terminaux Bloomberg, ils suivent le marché des CDS et regardent ce que dit le marché des CDS de la dette de tel et tel pays. Si je me réveille un matin, je vais à mon bureau, je suis banquière, hein, je vais devant mon écran Bloomberg et je vois que le marché des CDS trouve que la dette allemande aujourd'hui est hyper risquée, je vais tout de suite prendre toutes mes décisions d'investissement par rapport à ça. Eh bien, même les agences de notation se mettent à faire ça maintenant et suivent ce que dit le marché des CDS. Et pourtant, c'est un marché qui est régi par une poignée de spéculateurs. C'est vraiment un marché minuscule et opaque, mais qui utilise beaucoup de leviers, qui est hyper manipulé, qui répand des fausses rumeurs, qui est un marché de raideurs, un marché d'escrocs, si vous voulez. Eh bien, tout le monde le regarde, se calque dessus et suit ses opinions. Donc, en fait, ce marché peut décider qu'un pays, que des centaines de millions de fonctionnaires vont être à la rue. Alors, le système est cassé, il ne marche plus, on l'aura compris. Je pense que le politique là-dedans, même le mot politique, perd beaucoup de son sens parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'économie régit vraiment l'essentiel de nos vies. Et le pire, c'est que cette complexité fait que ça nous échappe très souvent. Et donc, on est relativement docile face à ça, parce que qui c'est qui s'intéresse au CDS? Qui comprend? Même moi qui suis journaliste financière depuis 15 ans et qui essaye d'avoir accès à ces hedge funders, là, ces fonds spéculatifs, ils sont secrets sur leur stratégie, ils ne disent jamais ce qu'ils font, même leurs propres clients, ils ne leur disent pas ce qu'ils font, ils leur disent regardez juste les rendements qu'on vous donne, mais ne regardez pas ce qu'on fait. Et donc, c'est hyper secret, hyper opaque, parce que pendant qu'ils font leur stratégie de couler l'Europe, par exemple,
Cette stratégie a lieu, elle utilise des instruments, elle recourt à des méthodes complètement critiquables, mais le temps que tout ça soit réglementé, ce sera dans 10 ans, eh bien, vous aurez eu une génération de milliardaires qui se sera créée. Donc, ils se sont achetés comme ça 10 ans, où dans le secret, ils génèrent des milliards, et c'est eux aujourd'hui, comme nous discutions tout à l'heure, ce sont les élites anglo-saxonnes de la finance qui achètent les tableaux, les œuvres d'art, les manoirs, les bijoux. Ce sont eux qui vont dans les ventes aux enchères de Sotheby's et de Christie's, qui ont les plus belles voitures, les plus belles maisons. C'est vraiment la nouvelle aristocratie du monde. Clairement, ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que l'Europe s'en est rendu compte et qu'il y a eu des propositions. Je ne sais pas si vous connaissez monsieur Filoche du Parti socialiste français. Voilà, on a eu une discussion où il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il faudrait que les pays européens ne soient pas exposés au marché des capitaux. Ils ne doivent pas prêter le flanc. Si vous cotez votre dette sur un marché de Far West qui n'est pas réglementé, eh ben, n'importe qui peut décider de vous couler. Il peut décider de vous obliger à payer des taux d'intérêt grotesques du jour au lendemain. Et la Grèce, combien de temps elle a eu pour mettre en place son plan d'austérité? Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu une année pour faire l'austérité. Que les marchés avaient déjà décidé que ça n'allait pas et qui ont de nouveau fait monter son taux d'intérêt. Donc, ils ont été obligés d'aller refaire un nouveau plan budgétaire. Les taux d'intérêt sont encore montés. Ils ont de nouveau repris leur copie de A à Z. Ce n'est pas possible. Parce que vos taux d'intérêt, les spéculateurs les font bouger à leur guise. Ils en font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas être coté, si vous êtes un pays, une nation, et vous avez la responsabilité de centaines de millions de citoyens. Vous ne pouvez pas avoir votre dette exposée à ça. Donc, il y a une méconnaissance du degré de férocité de la spéculation internationale qui est devenue aujourd'hui le moyen de faire de l'argent. À une certaine époque, un des moyens, je dirais, c'était le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, et ça le reste un petit peu dans une certaine mesure aujourd'hui. Mais je dirais que depuis quelques années, c'est la spéculation qui fait plus d'argent. Donc les profils de gens qui géraient des fortunes en secret, par exemple en Suisse, pour aider beaucoup d'Africains et de Russes et de Français à échapper au fisc, c'était un profil très en vue dans les années 60 à 80. Depuis les années 2000, c'est le profil du trader spéculateur qui est le profil en vue, celui où tout le monde veut être pour faire de l'argent, clairement. Mais tout comme les instruments de la spéculation sont jalousement préservés de toute réglementation et même de la connaissance du public, les instruments de l'évasion fiscale le sont aussi. Il m'a par exemple fallu enquêter pendant une année pour écrire un livre sur le fait qu'aujourd'hui, l'évasion fiscale est devenue un produit de riches et qu'il existe un instrument qui s'appelle le trust discrétionnaire et irrévocable. Je mentionne au passage que c'est aussi un instrument anglo-saxon, qui est devenu l'instrument roi de l'évasion fiscale. Ce n'est plus le secret bancaire suisse qui a été détruit maintenant, c'est le trust. Et donc, de la même façon que le trust a toujours échappé à toute réglementation, à tout échange d'informations fiscales, qu'il a été au-dessus des lois, qu'il est destiné aux plus grandes fortunes, de la même façon, les dérivés financiers qui servent à créer d'énormes fortunes, à flouer des États, à couler des États et à appauvrir des millions de gens, ça reste au-dessus de toute réglementation et de toute même connaissance parce que c'est tout simplement beaucoup trop complexe et souvent même beaucoup trop coûteux à enquêter, pour démanteler, pour dévoiler. Personne au niveau des États aujourd'hui n'a ni l'énergie, ni la motivation, ni le soutien pour aller dans ce domaine-là et en fait percer cette bulle, crever cet abcès, aller vraiment dévoiler ce que sont ces instruments qui constituent pour moi aujourd'hui le trou noir du capitalisme. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais merci beaucoup.